Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette édition spéciale, la présidentielle 2025 au Cameroun. Pour cette émission, j'accueille Monsieur Etoga, notre consultant maison. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de la confiance. Bon, les enjeux de cette émission, c'est l'analyse de la prochaine élection présidentielle au Cameroun, les chances des différents acteurs politiques face au RDPC, ainsi que la participation éventuelle du président du MRC, M. Maurice Kamto. M. Toga, le paysage politique actuel, quelle dynamique influence le climat politique en ce moment au Cameroun? Je crois qu'il y a plusieurs dynamiques qui influencent le climat politique au Cameroun et il faille, n'est-ce pas, au travers de tous ces éléments-là, discerner quelques-uns qui ont un réel impact sur l'orientation idéologique de chaque parti politique. En l'occurrence, ici, on va montrer du doigt, n'est-ce pas, le tribalisme. Et parlant du tribalisme, on voit bien que la mouvance accourt au sein même déjà de la population. Ce n'est non plus des idéologies qui sont débattues pour du moins les éradiquer de la société tout entière. Aujourd'hui, elle est même le socle de l'existence des partis politiques. Et donc, le tribalisme aujourd'hui est considéré, n'est-ce pas, de mon point de vue, pour les élections qui arrivent, quelque chose de fondamental qu'il faille que les partis politiques adressent à bon escient pour que les élections ou bien le citoyen qui, ma foi, sera l'élément fondateur, l'élément fondamental pour un Cameroun meilleur. Si on axe notre politique ou alors notre orientation idéologique sur la notion du tribalisme, on voit bien que les élections seront biaisées et, n'est-ce pas, le citoyen ne sera pas éclairé quant au programme politique de chaque parti politique. L'ayant dit, on voit aussi que la gouvernance est quelque chose de fondamental qui va, n'est-ce pas, juguler les efforts politiques de chaque acteur dans la mesure où le président actuel, 42 ans au pouvoir, on voit bien que les critiques fusent de partout, même au sein de sa formation politique, il y a des réminiscences de critiques qui tendent à montrer que le travail n'est pas certes bien fait, mais il est toujours, de façon grosso modo, il est possible de l'améliorer. Donc, la critique acerbe qui viendrait de l'opposition quant à ce discours qui tend à minorer, n'est-ce pas, le poids négatif que le parti RDPC aurait eu dans l'évolution économique, dans l'évolution politique, dans l'évolution, n'est-ce pas, en termes même de respect des droits de l'homme du Cameroun. Le pendant serait que ça fait 42 ans que vous êtes au pouvoir. Et donc la gouvernance ici, elle est fondamentale et c'est celle-là même qui va, en plus du tribalisme, c'est celle-là même qui va guider, n'est-ce pas, les débats. Les débats, à mon sens, et quand on extrapole un tout petit peu, on va aussi, je crois, en tout dernier point, de mon point de vue, on voit ici la clairvoyance ou alors la conscience du citoyen face à la chose politique. Et c'est en cela que les 7 ans, ou alors les 42 ans aujourd'hui que le parti au pouvoir, le RDPC, a fait, on voit bien qu'ils ont travaillé non pas pour éduquer la masse à la chose politique, mais plutôt à consolider leur position politique quant à la gestion de la chose publique. Les chances des partis politiques, quelles formations politiques pourraient challenger le RDPC et quels obstacles doivent-ils surmonter pour espérer une alternance politique? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour l'opposition? Il est certainement trop tard pour l'opposition si on considère que l'opposition a existé un temps soit peu au Cameroun. Quand on voit bien l'idéologie qui encadre tous ces partis politiques-là, on est en droit de se dire qu'ils sont tous
dans ce que le RDPC en naissant a connu, c'est-à-dire le parti unique. Et donc l'idéologie unifiante qui jugule l'ensemble de ces partis politiques-là me conforte à dire que nous sommes ipso facto dans ce que je pourrais appeler ici un parti unique, parce que vous voyez bien qu'il récite changement. Si on enlève le RDPC au pouvoir, il va aussi revenir citer changement. Donc tous ces partis politiques-là, le terme changement, bien qu'il soit analysé de manière un peu différente selon la perception des uns et des autres et des ramifications internationales que chaque parti politique adresse, on voit bien que l'idéologie politique n'est pas forcément différente de celui qui est au pouvoir. À ce moment-là, est-ce qu'il y a eu opposition au Cameroun? J'ai envie de dire oui, avec si on doit un peu se souvenir de notre histoire, on va parler naturellement des revendications upécistes. À ce moment-là, il y avait une véritable opposition qui avait, n'est-ce pas, pour leitmotiv l'indépendance du Cameroun, le plein épanouissement de chaque Camerounais et la réunification du Cameroun. Ces éléments unificateurs qui euh, parlent et qui résonnent en chaque Camerounais, on voit bien qu'aujourd'hui, les partis politiques sont dans du saupoudrage idéologique. Ils n'ont plus une assise politique pour, n'est-ce pas, adresser les véritables problèmes ou alors les véritables problématiques que rencontre le citoyen camerounais. À ce moment, je suis en droit de dire que les partis politiques camerounais aujourd'hui, il n'y en a aucun. Et donc, le RDPC est conforté à l'idée que, rendu aux élections en 2025, sans toutefois être dans la prémonition, ils vont naturellement gagner, sans toutefois faire des efforts. On voit bien aux récentes élections que le président de la République a fait une apparition de 2 heures pour battre campagne et au résultat, il a obtenu le compte, les décomptes qu'il a obtenus. Je pense que c'était 71% ou 71% qu'il avait obtenu aux récentes élections. Vous voyez qu'en 2 heures, il peut faire ce chiffre-là. Pourquoi? Parce que les aspirations idéologiques que défendent l'opposition ne rencontrent pas les véritables besoins que souhaite adresser la population camerounaise. Et donc, qu'est-ce qu'il faille faire? De mon point de vue, il faille retourner aux fondamentaux. Et le fondamental, c'est quoi? C'est remettre sur la base, sur la table, les véritables problèmes que rencontre le Cameroun, à savoir la toute indépendance de l'État, la toute indépendance du pays, la pleine souveraineté de la nation et les orientations idéologiques qui vont avec. Et donc, si on adresse ces questions-là, si un leader politique qui veut bien porter le flambeau en adressant, en essayant d'être le porte-voix de ces problématiques qui vont naturellement consolider le développement du Cameroun, je pense qu'on aura une opposition qui va rencontrer naturellement, sans effort, les obédiences de chaque Camerounais qui se verront en cette doléance idéologique-là. Mais à l'état actuel, on voit bien que la notion de changement, la notion de droit de l'homme, la notion des valeurs qui encadrent la communauté internationale rubis sur ongle, c'est-à-dire tout simplement que c'est elle qui finance tous les éléments qui doivent consolider, n'est-ce pas, la défense des droits de l'homme, la défense de la liberté d'expression, et j'en passe. Et donc, toutes ces valeurs-là sont organisées, encadrées par la communauté internationale, sans toutefois que les citoyens camerounais adressent une certaine question en termes de droits. Et j'ai envie de dire que l'opposition camerounaise a du travail. Et si on continue, pas que si on continue, ils ont continué dans cette lancée-là. Mais il est à noter que depuis les années 90, depuis les années 90, le RDPC, donc le chef de l'État, gouverne avec l'opposition. Il est vrai qu'on peut dire que le chef de l'État gouverne avec l'opposition, avec ce qu'on peut appeler en politique le tissage des alliances, des alliances entre partis politiques. C'est vrai qu'on ne peut aucunement dire 42 ans de gouvernance unilatéralement faite par le RDPC. Et c'est vrai qu'il a eu des alliés. On va nommer ici Bello Bouba Maïgari, on va nommer ici de l'UNDP, on va nommer ici le FNC de Issa Chiroma, du ministre Issa Chiroma, on va nommer le parti du ministre Momo, le PADEC, on va nommer, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et donc on voit ici que malgré que le président de la République est
accompagné par des partis politiques qui sont, du moins, représentés à l'Assemblée nationale. Il y a des partis politiques satellitaires qui convergent vers l'idéologie qu'essaye de mettre en place le président de la République au travers du RDPC. En son l'article 1 de son parti politique, il est bien stipulé qu'il veille à la pleine indépendance de l'État du Cameroun. Et donc, vous voyez ici qu'un parti comme l'UPC comment il s'appelle, non pas l'UPC radical, mais plutôt l'UPC qui a tissé l'UPC de Augustin Frédéric Odok, qui est aujourd'hui dirigé par, son nom m'échappe. Et donc, il est aussi en acquaintance avec l'idéologie que prône le président de la République. Sommes-nous en droit de dire que les idéologies qu'aurait tissé ou bien qu'a tissé l'UPC sont du moins moulées dans la mouvance RDPCiste? J'ai envie de dire non, tout simplement parce que l'UNC est devenu RDPC. Et quand l'UPC essayait de gagner la toute indépendance du Cameroun, l'UNC était naturellement en porte-à-faux avec cette orientation idéologique-là. Et donc, l'UPC aujourd'hui, en amitié, en amour, j'ai envie de dire, avec le RDPC, on est en droit de s'interroger. Sommes-nous dans un changement idéologique au sein de l'appareil dirigeante de ce parti politique qu'on appelle le RDPC, à savoir que le président de la République, il se susurre qu'il a, dans une certaine partie de sa vie, côtoyé, n'est-ce pas, la mouvance UPCiste. Est-ce qu'il a apporté cette grève qu'il a en lui, qui parle en termes UPCistes, au sein de l'appareil politique qu'on appelle RDPC? Il a apporté les idéaux qu'on connaît à l'UPC historiquement. Et donc, on voit bien que certains partis politiques, du moins si on prend pour référence 2018, on voit bien qu'il y a 20 partis politiques qui se sont mis d'accord pour accompagner la candidature du président de la République, hormis ceux qui accompagnent naturellement le président de la République parce qu'ils font partie du gouvernement. On voit bien que sur l'ensemble des partis politiques qui existent au Cameroun, le RDPC part gagnant parce qu'il connaît non pas que la négociation politique, mais aussi convaincre ceux qui doivent l'accompagner quand il faille protéger ses intérêts, c'est-à-dire la victoire politique. Le RDPC face à la compétition, le RDPC est-il toujours en position dominante? Comment la gestion des affaires actuelles, sécurité, économie, gouvernance, pourrait-elle influencer l'opinion publique lors de la prochaine élection présidentielle? Je dois, pour faire simple, pour faire court et répondre rapidement à votre question, je vais prendre les différentes crises que le Cameroun connaît aujourd'hui et la crise la plus marquante qui chatouille, n'est-ce pas, l'esprit de tout Camerounais, à savoir la guerre de sécession qui se vit au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Vous voyez que en 2018, c'était le fait majeur, le fait politique majeur que on a vécu et que les partis politiques ont cru bon de jouer avec un discours politisé dans la jugulation de cette crise-là, dans la mesure où la crise a connu des métastases en termes d'envolée lyrique qui ne renforçaient pas l'unité du pays. Or, quand je parcours, n'est-ce pas, l'idéologie défendue par le RDPC, c'est-à-dire en son article 1er, militer pour la pleine souveraineté du pays, la toute indépendance du pays, on voit bien qu'il est en droite ligne avec ce que la constitution camerounaise voudrait. Donc, même s'il n'était pas aux affaires, il l'aurait, de mon point de vue, au regard des statuts du parti, il aurait défendu l'unité du parti, parce qu'on parle ici de sécession. Mais qu'aurait fait? Non pas qu'aurait fait. Qu'est-ce qu'on observe, n'est-ce pas, des agissements des acteurs de la société opposante que constitue par exemple le MRC, Cabral Libya avec le PCRN,
Et j'en passe pour ne citer que ceux-là, ceux qui sont du moins représentatifs au sein de la société camerounaise parce qu'ils font masse. Et donc vous voyez ici que leur position par rapport à ce conflit-là a fragilisé leur capacité à convaincre les Camerounais qu'ils vont travailler pour l'unité nationale et pour la pleine indépendance du pays parce qu'ils prennent des positions pour dire qu'il faille, n'est-ce pas, discuter avec les sécessionnistes pour convoquer, n'est-ce pas, la question de la sécession dans un État démocratique. Or, c'est le professeur Maurice Kamto, lui, éminent juriste, qui nous enseigne dans les amphithéâtres que la question de la sécession est antidémocratique. À quel moment il reconsidère sa pensée, à quel moment il reconsidère, n'est-ce pas, ses enseignements pour aujourd'hui nous dire que parce que nous sommes en société africaine, il faille s'asseoir avec ceux qui militent pour la sécession et donc faire sécession. Donc, nier l'existence de la démocratie dans l'État qu'il aimerait gouverner. De ce point de vue, ces positions ambiguës qui ont rencontré une fermeté idéologique que a mis à la place publique le président de la République, le président de la République, j'ai nommé ici le président Paul Biya, à Marois, son discours de campagne où il disait que pour lui, l'orientation de résolution de ce conflit, parce que lui n'appelle pas ça guerre, il a même cru bon de dire cette mésentente, parce qu'il estime que ses enfants sont perdus, c'est le bâton et la carotte. Mais il y a eu de l'envolée lyrique pour dire que non, il faut s'asseoir, il faut. Et donc, vous voyez ici que même le MRC, ses leaders politiques sont allés jusqu'à dire qu'ils vont aller appeler leurs amis les ambazoniens pour, n'est-ce pas, construire un nouvel État. Et donc, il y a même déjà une reconnaissance. Est-ce que ce n'était pas un langage provocateur? Que non, que non. Si on est dans une stratégie de pourrissement, on attrape tout ce qui peut nous aider à envenimer la situation et à renverser celui qui nous pose problème. Et donc ici, le MRC avec les partis politiques comme celui de Cabral Libi, qui est naturellement allé en pleine zone de crise pour toucher du doigt, ça il faut le reconnaître, mais le discours qui est sorti de son périple en plein au sein de cette crise-là, c'est de démontrer que l'État ne fait rien, l'État n'a rien fait, les solutions que propose l'État, c'est du pipeau, le grand dialogue national, il faut voir tous les discours qui sont sortis pour démontrer que le gouvernement ne peut aucunement résoudre cette crise. Or, nous sommes pour tout Camerounais qui a du bon sens, nous sommes dans l'éclatement de l'État. Et tout politicien, s'il faille copier ceux qui nous enseignent, n'est-ce pas, la démocratie, ceux qui nous vendent la démocratie, il faille, bien que nous soyons en divergence idéologique, il n'y a qu'une chose qui nous unit, c'est l'existence de notre État. Et si aujourd'hui, je considère que la question sécuritaire est celle-là qui va, une fois encore, travailler les esprits camerounais, je crois qu'il y a des questions où l'unité idéologique doit faire corps. Et naturellement, l'unité nationale est cette notion-là qui doit être communément partagée par l'ensemble des partis politiques au Cameroun. Justement, la question Maurice Kamto. Maurice Kamto participera-t-il aux prochaines élections? Quels sont les obstacles juridiques, politiques ou stratégiques qui pourraient influencer sa candidature? Quel impact sa participation ou son absence pourrait-elle avoir sur le scrutin? Oh, vous essayez de lire dans une boule de cristal, mais les faits sont là. Et le président Maurice Kamto, j'ai pas envie de dire que c'est un chasseur sans armes, mais je suis obligé de le dire. Il va à la chasse, mais il n'a pas les armes pour tuer son gibier. Et donc, le président Maurice Kamto, il estime que lui, il peut tutoyer ceux qui ont rédigé la constitution camerounaise et, n'est-ce pas, trouver des failles parce qu'il est l'éminent juriste. Mais sauf que des Camerounais comme lui aussi, qui sont allés à l'école, qui ont fait leur classe, sont aussi en train de travailler, de voir ses agissements. Quel argument? Je pense que le RDPC est fort dans ce domaine-là parce qu'ils sont déjà en train d'étudier le cas Kamto, qui est en train de vouloir non pas poser le débat en termes de
crise électorale, mais de crise constitutionnelle. À ce moment-là, il va falloir revoir la constitution camerounaise pour voir quel est le statut du député. Est-ce que le député perd son statut quand il n'est plus candidat ou bien quand il quitte d'une formation politique pour une autre, il voyage avec son mandat? Est-ce que le mandat qu'il a eu, par exemple, au sein du SDF, s'il va intégrer les rangs du MRC aujourd'hui, le mandat qu'il a obtenu avec le SDF est transposable à celui parce qu'il est maintenant membre du... Et donc, toute cette alchimie-là, le président Maurice Kamto, malin, il faut le reconnaître, l'urgence de la pensée, il faut reconnaître qu'il est perspicace dans sa pensée, et donc, les juristes du RDPC sont aussi déjà en train de travailler pour canaliser cette orientation idéologique dans le cadre, dans les canons que voudrait la constitution camerounaise. Que veut la constitution camerounaise? C'est que pour que le président Maurice Kamto soit candidat, il faut qu'il ait un élu. S'il n'a pas d'élu, il faut qu'il ait 300 signatures. Est-ce que cela est possible que le président Maurice Kamto, avec les frasques qui vont euh, être déteints sur sa personne aujourd'hui, on parle de cassage des ambassades qui sont greffées à sa formation politique avec la basse. J'ai pas envie qu'il tombe sur ma modeste personne, mais on rappelle juste les faits. La basse qui fait tambour battant en Occident pour le compte du MRC, c'est ne que dire les faits. Et donc, le président Maurice Kamto, sa candidature, elle est lointaine et pas certaine, pour rappeler ici ce phrasé présidentiel, elle est lointaine mais pas certaine. Et donc, le président Maurice Kamto, de mon point de vue, il est inconcevable qu'il participe à ces élections-là parce qu'il ne remplit pas, de mon simple point de vue, en l'état, les conditions pour. Mais maintenant, si il estime qu'il peut poser sa candidature comme fut fait par le président Cabral Libi quand il a été investi par le professeur Kouvondor, il peut aussi, n'est-ce pas, négocier cette alchimie-là, ce mécanisme-là, et consolider, convaincre sa base que le MRC, je vais d'abord sursoir mes activités au sein du MRC, mais pour privilégier l'intérêt général, je vais plutôt être adoubé par un parti politique qui va accepter ma modeste personne. Mais ce scénario, il est un peu loufoque, il est un peu illusoire. Et donc, le président Maurice Kamto, par sa science, on ne peut qu'attendre où est-ce qu'il va nous mener. Mais est-ce qu'il a les capacités de nuire aux élections, comme vous essayez de me poser la question? J'ai envie de dire non. Pour la simple et bonne raison que le citoyen camerounais, je pense qu'il reste encore éclairé et les arguments développés peuvent être consultés par l'ensemble des Camerounais. Et donc, la lecture fera son travail. Il n'y a point de personne qui sera flottée sur cette question de Maurice Kamto. C'est à lui de démontrer qu'il peut aller ou pas aux élections. Mais les éléments que le Camerounais a en ses mains, c'est de dire qu'en l'état, le président Maurice Kamto est écarté des élections de 2025. Projection, scénario possible pour l'élection, quelles sont les hypothèses les plus probables concernant l'issue du vote? En cas de forte mobilisation de l'opposition, quel pourrait être le scénario post-électoral? Comment la communauté internationale perçoit-elle ces élections, bien que la géopolitique internationale subit une redistribution des cartes? Je crois que votre question tombe à point nommé dans la mesure où les partis politiques eux-mêmes devraient déjà voir leur ajournement au regard de la situation géopolitique que vit le monde aujourd'hui. Mais que percevons-nous au Cameroun? On voit bien que les partis politiques qui, ma foi, travaillent dans la construction d'une idéologie orientée jeu et enjeu pour les intérêts, pour garantir les intérêts du continent africain et pas que, pour garantir euh, aussi les intérêts nationaux, ne travaillent aucunement. On peut se rendre à l'évidence qu'ils sont réduits non pas que aux questions domestiques, mais euh, aux questions qui, ma foi, sont cloisonnées même au sein d'une simple maison à une simple chambre, dans la mesure où
le local présidentiel est confiné dans une simple chambre, mais c'est chacun qui veut simplement aller s'asseoir, non pas pour gouverner la présidence, mais pour simplement s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. À ce moment-là, les réflexions sont euh, congelées, j'ai envie de dire, et quand quelque chose est congelé, je ne sais pas s'il réfléchit encore, je crois que c'est l'hypothermie, et donc la mort s'ensuit. Et donc les partis politiques camerounais ne travaillent aucunement avec une orientation portée sur les événements qui se vivent sur la scène internationale. Je le dis pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui des acheteurs de la démocratie occidentale. Et celui qui achète la démocratie occidentale achète avec la notice qui va avec. On nous a vendu cette démocratie-là, on nous a donné la notice, on nous impose la lecture de cette notice-là. Or, le commun des mortels, c'est bien qu'il consulte la notice quand il est un peu, son esprit est buté dans le montage de ce qu'il aurait acheté, qu'il n'arrive plus à comprendre un peu ce qui se passe, c'est là où il va consulter la notice. Mais sauf que nous, on nous impose la lecture de A à B de cette notice-là, qu'on ne peut aucunement rajouter une virgule. Et donc, si on vous a dit respect des libertés individuelles, droits de l'homme, euh, chacun doit avoir droit au chapitre en termes de redistribution des richesses, c'est ce discours-là que nous tendons. Mais aujourd'hui, le monde ne parle plus en termes de valeurs que promeuvent la communauté internationale qui aujourd'hui est disloquée, qui aujourd'hui est mise en mal. J'ai envie de nommer ici les propres propos du président Emmanuel Macron qui, ma foi, reconnaît que la communauté internationale est euh, dans une situation on pourrait qualifier de catastrophique parce que elle est mise en difficulté avec les agissements de celui qui parraine cela, c'est-à-dire les États-Unis. Et donc, allons-nous continuer à respecter quelque chose qui vient de notre patron, qui lui-même considère que ce qu'il nous a vendu n'est plus viable? De ce point de vue, l'opposition au Cameroun, faisant toutefois écarter, n'est-ce pas, le RDPC, qui lui aussi baigne dans cette idéologie-là, on voit bien que ils sont dans ce carcan qui peine à leur faire voir ce que ils sont dans ce que les lectures qu'on fait en classe de terminale pour clarifier mon propos, les lectures qu'on fait en terminale avec la notion du mythe de la caverne de Platon. Donc nous sommes au fond du trou, mais on essaye de chercher la lumière. Et donc cette lumière-là, elle-même, elle est brouillée en termes des agissements de la communauté internationale qui tenait cette torche-là pour nous éclairer un tout petit peu. Donc qu'est-ce que nous allons chercher? Il y a ces différentes orientations, l'unipolarité est ce qui est représenté par la lumière. Cette unipolarité est mise à mal et donc il y a maintenant une divergence de lumière qui arrive qui permettrait à chaque citoyen qui est dans son puits, chaque citoyen africain qui est dans son puits, de trouver quand même satisfaction en termes de lumière. Et donc, les oppositions camerounaises sont confinées tout simplement aux questions domestiques. Chasser la notion de changement qui cloisonne, n'est-ce pas, l'orientation idéologique de chaque Camerounais, qui les confine à réfléchir en termes de chassement d'une personne et non en termes de chassement du système qui nous gangrène aujourd'hui, à savoir que c'est un système néocolonial, c'est un système international qui gouverne, n'est-ce pas, nos orientations économiques aujourd'hui. Il faille s'en départir. Mais comment? Si les oppositions camerounaises continuent de considérer que le mal le plus cher, et ce qui est vendu même aux citoyens lambda, que le mal le plus cher qu'on ait connu aujourd'hui, c'est l'existence du président de la République au pouvoir. Et donc, on voit qu'ici, le débat, il est biaisé. Les orientations en termes de réflexion sont biaisées. Et donc, la solution ne peut que être biaisée. Vous me posez la question au regard des évolutions géopolitiques. Avons-nous conscience des évolutions géopolitiques au sein même de nos cellules politiques? J'ai envie de dire non. Parce que quand on regarde la structuration du RDPC que j'ai parcouru avant de venir à votre émission, il n'y a pas une cellule un think tank au sein de ce parti-là qui réfléchit en termes de chamboulement géopolitique qui
rendrait difficile, n'est-ce pas, les mécanismes de mise en application de leurs différents programmes politiques. Ils sont simplement, je sais que vous allez me rétoquer, ou bien ceux qui sont en amitié avec le RDPC vont me dire qu'ils ont une académie mais l'académie qui enseigne le comportement du citoyen au sein du parti politique. Mais sauf que ma question ici, elle est, quelle est cette institution qui a des éminents euh, professeurs, mais qui n'arrive pas à s'asseoir et proposer, n'est-ce pas, des analyses universitaires au point de créer un think tank qui permet de diffuser la science au sein même de leur propre parti politique quant aux événements qui se vivent dans le monde. On voit bien que ici, le citoyen est coupé, il est cloisonné aux questions domestiques. Tu n'as qu'à connaître les questions domestiques. Tu connais les questions internationales quand le président de la République voyage, quand il va à l'Occident. Dès qu'il revient, confine-toi aux questions domestiques. Respecte le parti, respecte les instructions qui viennent du comité central, et j'en passe. Là, on voit bien qu'il y a une petite structuration. Mais quand on va dans l'opposition, la question ne se pose pas. On observe simplement qu'ils sont à la chasse du pouvoir. La quête du pouvoir, il n'y a pas une véritable euh, volonté de conscientiser le public camerounais quant aux évolutions de la scène internationale. C'est d'où ma foi, je considère que votre question est un point nommé, mais est-ce que les partis politiques vont prendre cette question-là qui est d'une acuité intéressante pour que leurs actions sur la scène nationale soient aussi portées sur la scène internationale? Nous ne devenons plus ces dépendants, mais nous devenons, à ma foi, des indépendants. Vous avez parlé du chassement et du changement. La profondeur de ces mots sont à la limite un peu négligés, alors que cela a une profondeur, voire philosophique. Ce changement, il s'agit duquel? Le peuple camerounais fait un changement ou un chassement? Le changement, c'est lequel? Le changement, le changement, je crois que c'est ne plus voir la tête du président de la République au pouvoir. C'est le voir dans les barreaux, dans les geôles, pour certains, le voir écarté de la scène publique, pour d'autres, le voir mis à mal à la barbeau, pour d'autres, le voir embrigadé, le voir du moins traîner dans la boue pour certains, pour d'autres qui considèrent que c'est lui le problème au niveau du Cameroun. Mais le chassement aussi rencontre cette idée de changement qui n'est pas réfléchie mûrement. C'est là où la conception, si on fait une analyse du discours, vous allez voir que ceux qui utilisent le concept de changement a une connotation identique à celle qu'utilise le chassement. Mais sauf que le chassement, celui qui l'utilise a, de mon point de vue, euh, accepté de se montrer devant caméra et dit que lui, même la violence, il est prêt. Or, le changement, ici, c'est masqué. C'est pour dire que, ben, on veut le changement, il peut compléter sa phrase en disant par les unes. Mais le chassement, c'est la violence directe. Et donc, la nuance que je pourrais apporter ici, c'est en termes de réflexion sur la notion de changement. Le changement, ma foi, ce n'est pas retirer le président Paul Biya de son trône, si on considère que nous sommes une royauté. C'est tout simplement prendre les acquis qu'il nous a légués en termes de réflexion idéologique, en termes d'orientation. On parlait naturellement du tribalisme aujourd'hui. Dans son magnifique livre pour le libéralisme communautaire, le président de la République en 1982 traitait déjà de cette question et orientait, n'est-ce pas, la manière, et de manière éducationnelle, le comportement qu'il aimerait greffer en chaque Camerounais, c'est-à-dire l'acceptation de la différence. Rendu aujourd'hui, on voit bien que ces enseignements qui sont méconnus de tous parce que chaque citoyen n'ayant pas lu, n'est-ce pas, ce livre éponyme, on voit bien que ces enseignements ne sont pas, ma foi, même pas ses propres affidés, ne sont pas diffusés au sein de la société. Et donc, on se rend à l'évidence que c'est à ce niveau que le chassement prend corps. Le chassement prend corps parce que nous sommes omnubilés, nous sommes
Le chassement vient aussi parce qu'on a fait déjà foule. Et la foule ne réfléchit pas. C'est la foule qui chasse, ce n'est pas un individu. Or, le changement peut être individuel. On peut faire porter le changement par un leader d'opinion, ce que Edouard Bernays appelait leader d'opinion. Celui-là qui va porter le discours, qui va porter le changement. On a vu ces changements-là avec les Léon Trotsky, les Lénine, et j'en passe. Et donc ici, le changement est idéologique. Il n'est pas orienté chassement. Or, le changement qu'on a au Cameroun, s'il faille l'analyser d'un point de vue analyse du discours, on voit bien que c'est orienté chassement, c'est orienté violence. Or, celui que moi je prône en termes de changement, c'est l'idéologie qui doit être challengée, l'idéologie qui doit, ma foi, être discutée pour que le système dans lequel nous nous trouvons, France-Africain, j'ai envie de dire, doit être mis en mal à ce moment-là, chassé. Pas chasser Paul Biya, mais chasser plutôt le système France-Afrique. Et vous voyez ici que cette dualité en termes idéologiques ne se rencontre pas au sein du Cameroun. Le MRC porte la notion du changement, naturellement, pour se masquer derrière le chassement que prônent ses affidés, la basse. Et donc, ma foi, le changement, si on a des opposants au Cameroun qui ont encore, n'est-ce pas, de la pertinence analytique, on voit bien que le changement doit être porté vers le système qui est france-africain et qui doit non pas chasser le président Paul Biya, mais considérer ses acquis pour mouler, n'est-ce pas, le Camerounais à la sauce qui sera la leur. Et aller chercher sa souveraineté monétaire. L'égalité, l'intégration des enjeux géopolitiques. La classe politique camerounaise a-t-elle pris en compte les récentes déclarations de Donald Trump appelant l'Europe, notamment la France, à libérer l'Afrique, ou encore qui contrôlera l'Afrique selon notre thème en géopolitique? Quel impact ces propos peuvent-ils avoir sur les rapports entre le Cameroun et ses partenaires internationaux? Pour finir, y a-t-il une orientation de politique étrangère camerounaise face à ces nouvelles dynamiques géopolitiques? Je dois dire, pour ce que je connais, et ce que j'observe, que l'orientation, elle est silencieuse à l'image du président de la République. Non pas pour dire qu'elle n'existe pas. Elle existe, elle a des positions fortes, parce qu'on voit bien que le Cameroun aujourd'hui, elle rencontre des victoires dans la gestion des affaires internationales. Les citoyens camerounais sont hissés au pupitre, n'est-ce pas, en Afrique, aux Nations Unies avec notre ancien Premier ministre, Philemon Yang, qui, je crois qu'il est toujours le président de cet institut, pas de cette institution, aux Nations Unies. Et donc, vous voyez que nous gagnons encore, notre parole compte. Le président de la République, sa parole, ou bien sa diplomatie silencieuse travaille. Et ma foi, rendu à nos jours, devons-nous continuer à avoir cette diplomatie qui se veut silencieuse, qui se veut effacée, j'ai envie de dire? Je crois que non. Les Camerounais bougent, les Camerounais, du moins dans la diaspora, se font remarquer, du moins en positif ou en négatif, à nous de choisir. Mais il y a très souvent, n'est-ce pas, cette diplomatie est inexistante, est effacée quand le Cameroun rencontre un Camerounais rencontre une difficulté à l'étranger. Il n'est pas très souvent soutenu par nos ambassades ou alors par l'État. Et donc, cela, c'est à travailler. Et si nous-mêmes, entre nous, on n'arrive pas à se soutenir, est-ce que c'est à la rencontre de l'autre que nous allons arriver à avoir du poids? Parce que ce qui te donne le poids, toi, en termes de gouvernant, en termes de gouvernance, c'est ton gouverné. Si tu maltraites ton gouverné, comment est-ce que tu vas avoir la force d'aller combattre tout un Donald Trump qui, lui, considère que l'Afrique même est inexistante? Que dire du Cameroun? Pense-t-il que le Cameroun existe? Le président Donald Trump a déjà, dans un de ses lapsus, considéré que la Belgique est une belle ville. Belgium est a beautiful city, il avait dit. Et donc, que va-t-il dire du Cameroun? Que va-t-il dire de l'Afrique? Je crois que dans
son discours, dans son orientation idéologique, dans sa pensée profonde, le président Donald Trump n'a pas en vision l'Afrique. Pour lui, l'Afrique n'existe pas. L'Afrique n'existe pas, non pas en termes matériels, mais n'a pas un poids géopolitique pour lui. C'est un marché qu'il faut aller conquérir, mais pour y aller, il faut faire une conférence de Berlin. Il faut s'asseoir et discuter avec ceux qui ont une emprise là-dessus et ceux qui peuvent discuter de la question de l'Afrique sans l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas une stratégie lorsqu'il demande à la France de s'écarter, lorsqu'il est en train de construire un nouvel ordre mondial avec Xi Jinping, Vladimir Poutine? Que non, la France a mal joué son coup. La France aujourd'hui, à travers une interview non pas une interview, indirect, que le président de la République lui-même a donné, le président de la République française, que lui-même a donné sur des plateformes numériques, il a reconnu que la Russie empiète sur ses intérêts sur le continent africain. Et donc, quand on colle le discours d'un de ses prédécesseurs qui considérait que si la France perd ses colonies africaines, elle va perdre sur la scène internationale au moins une vingtaine de places. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le poids de la France avec tous ces diplomates, je considère que dans notre précédente émission, on a dit que ce qui reste à la France, c'est ses diplomates. Mais ont-ils encore, n'est-ce pas, le poids nécessaire pour mener à bien une certaine négociation et consolider les intérêts français? Aujourd'hui, c'est discuté parce que l'Afrique aujourd'hui, au travers de certains dirigeants, a ouvert les yeux, du moins dans la sauvegarde de ses intérêts. Et donc, d'un point de vue sécuritaire, on a vu que la France ne nous apporte que du blabla. On va chercher du matériel. Avec le matériel, on peut combattre des terroristes. Or, la diplomatie, du vocabulaire que la France nous donnait n'a servi qu'à polir ou alors à polisser l'image de la France sur la scène internationale à notre détriment. Et donc, reconnaître cela aujourd'hui par le président français, que la Russie empiète sur ses intérêts sur le continent africain et que le président Donald Trump écarte la France dans la résolution des conflits sur la scène internationale, ne remet que la France, ou alors l'Europe, puisque la France ne parle plus en termes de France, elle parle en termes d'Europe, ne remet que l'Europe dans sa juste place, à savoir que c'est des pilleurs qui n'ont pas su garantir eux-mêmes leurs propres intérêts parce qu'ils étaient dans le pillage sans toutefois remettre un tout petit peu à la population pillée. Et donc, les propos du président Donald Trump, les propos en termes de réorganisation de la scène mondiale, je considère que le président Macron est à la bourre et il faille simplement que la France s'aligne et que les Africains portent leurs désiderata sur la scène internationale. Au niveau du politique étrangère face à cette géopolitique internationale, cette dynamique géopolitique? J'ai envie de dire que le président de la République a certes mis en place des équipes qui doivent travailler sur la diplomatie camerounaise, mais elle est inexistante. On voit un Mbela Mbela qui, son ministère est inexistant en termes de... En fait, c'est à l'image même du pays. Vous savez, des événements qui se déroulent au pays, vous avez des meurtres par-ci, des accidents par-là. Il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Il y a une opacité à nul autre pareil. Et donc, le pays est opaque. On ne sait où dénicher l'information. Or, l'information est la chose la plus chère qui existe au monde actuel. Et donc, est-ce qu'on a une politique étrangère? J'ai envie de répondre simplement que non. Parce qu'on est englué dans une France-Afrique où les idéologies ne nous orientent que vers la cooptation, vers l'accession au pouvoir, vers des questions qui nous écartent vers un développement d'une image du Cameroun qui se veut grandiose. Euh, et donc, je crois que notre politique étrangère, elle est à l'image du citoyen camerounais qui considère qu'il doit bluffer, bluffer sans travailler. Et donc, non, on n'a pas de politique étrangère, on a que dalle. C'est ici que s'achève cet entretien. Nous ouvrons la page, l'émission, nous ouvrons l'émission sur l'élection présidentielle 2025 au Cameroun.
Nous attendons plusieurs invités. Contactez Beltocam 21 TV pour plusieurs débats politiques jusqu'aux élections en octobre 2025. À très bientôt.